Ce petit bout de terre s'appelle le Haut-Karabakh, mais à partir du 1er janvier 2024, il n'existe plus. Ces 30 dernières années, deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se sont battus pour ce territoire. Le bilan, plus de 36 000 morts, parfois sans que cela ne fasse de bruit en France. Plongé aujourd'hui donc dans l'histoire d'un conflit tragique et méconnu aux portes de l'Europe. Bon, il faut déjà qu'on débute par de petites présentations. Juste ici, c'est l'Azerbaïdjan, un état situé en Asie de l'Ouest, au cœur du Caucase. Cette région, située entre la mer Noire et la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan compte 10 millions d'habitants qui sont en grande majorité musulmans. Et depuis 30 ans environ, le pays cherche à développer son économie et à renforcer son rôle sur la scène internationale. On a ensuite l'Arménie, un petit pays qui compte 2,8 millions d'habitants, en très grande majorité des chrétiens. Pendant très longtemps, ça a été un royaume très puissant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans l'Antiquité, l'Arménie a même été le premier royaume au monde à devenir officiellement chrétien. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas toujours eu un État arménien, mais par contre, depuis très longtemps donc, il y a une population arménienne qui s'est retrouvée déplacée au fil des années. Et puis, impossible de parler de l'Arménie sans parler du génocide arménien du début du XXe siècle. Près de 1,5 million d'Arméniens ont perdu la vie, des Arméniens tués par le mouvement Jeunes Turcs à la tête de l'Empire ottoman. La France et une trentaine d'autres pays aujourd'hui reconnaissent ce génocide, mais ce n'est pas le cas de la Turquie qui reconnaît un massacre, mais refuse de parler de génocide. L'Azerbaïdjan d'un côté, l'Arménie de l'autre côté, et donc au milieu, le Haut-Karabakh, aussi appelé Artsakh par les Arméniens. C'est un territoire situé en Azerbaïdjan qui fait à peu près la taille d'un département français. Il a été peuplé pendant près de 30 ans par 120 000 habitants, en très grande majorité des Arméniens de confession chrétienne. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'Arménie considère que le Haut-Karabakh est une région centrale de son histoire, d'autant plus donc qu'il est peuplé d'Arméniens. Cependant, on peut noter que ces dernières années, l'Arménie n'a pas revendiqué directement le Haut-Karabakh comme faisant partie intégrante de son territoire. Mais d'où viennent ces tensions ? Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut remonter loin dans le temps. Et quand je dis loin, ça veut dire vraiment, vraiment loin. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous vous en doutez, à l'époque, les frontières ne sont pas les mêmes, mais la région du Haut-Karabakh, qui ne s'appelle pas encore comme ça, est déjà peuplée d'Arméniens. C'était une province, une des 12 provinces arméniennes. Et donc, vous avez des vestiges qui datent de cette époque, IVe siècle, Ve siècle, VIe siècle, etc. Donc, oui, c'est une terre considérée comme arménienne. Si on avance un petit peu dans le temps, au début du XIXe siècle, une guerre entre l'Empire russe et l'Empire perse éclate. La région du Karabakh ainsi que quasiment tout le territoire actuel de l'Azerbaïdjan passe sous la domination de la Russie. 20 ans plus tard, l'Arménie, elle aussi, passe sous domination russe. En 1905, la région du Caucase, donc la région à cheval entre l'Europe et l'Asie, est donc sous domination de la Russie, et plus précisément d'ailleurs sous domination du tsar Nicolas II. Sauf que, eh bien en 1917, l'Empire russe s'effondre, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, mais aussi la Géorgie deviennent donc indépendants, et le Haut-Karabakh commence à être disputé entre d'un côté les Arméniens et de l'autre côté les Azerbaïdjanais. Lors de cette période, à la chute de l'Empire russe, il y a plusieurs épisodes violents, notamment les massacres de Chouchi, une ville du Haut-Karabakh, durant lesquels environ 20 000 civils arméniens furent tués. Des quartiers arméniens de la ville ont également été entièrement détruits. C'est donc une période importante à la chute de l'Empire russe qu'il faut retenir. Mais attention, car en 1920, nouveau bouleversement, la République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui n'est pas encore l'URSS, prend le contrôle de l'Azerbaïdjan en avril, puis de l'Arménie en novembre. Les deux pays deviennent alors des républiques socialistes soviétiques. En juillet 1921, Joseph Staline, le dirigeant soviétique de l'époque, décide d'accorder à l'Azerbaïdjan deux territoires qui étaient donc historiquement peuplés d'Arméniens. En effet, le Haut-Karabakh et le Nakhichevan, ce petit territoire que vous voyez juste ici, situé au sud de l'Arménie, ces deux territoires donc deviennent des territoires de l'Azerbaïdjan. À l'époque, il faut bien comprendre que cette décision de Staline, elle fait l'effet véritablement
d'un tremblement de terre, elle est immédiatement contestée par les Arméniens. En effet, les Arméniens représentent à ce moment-là 94% de la population du Haut-Karabakh. Et donc c'est véritablement de cette décision de Staline que sont nées beaucoup des tensions que l'on connaît encore aujourd'hui. Donner le Karabakh à l'Azerbaïdjan, c'est casser le nationalisme arménien. Parce que Staline s'en méfie pour des raisons de pur cynisme politique à vouloir diviser encore une fois pour régner. Pour résumer donc, l'Arménie estime alors que le Haut-Karabakh est une région centrale de son histoire et de son peuple, mais en 1921, elle est accordée à l'Azerbaïdjan par les soviétiques. À partir de 1921 commence donc une parenthèse soviétique qui va durer une soixantaine d'années. Pendant cette période, le Haut-Karabakh bénéficie du statut de région autonome, donc il possède un parlement, des organes locaux, etc. Mais cependant donc, vous l'aurez compris, il reste rattaché à la République d'Azerbaïdjan, qui fait partie donc de l'URSS. À chaque fois que le régime soviétique s'est libéralisé, par exemple à la mort de Staline, eh bien, les Arméniens du Karabakh ont demandé leur rattachement à la République soviétique d'Arménie. Les Arméniens du Haut-Karabakh sentent alors qu'ils sont discriminés par la République soviétique d'Azerbaïdjan. Les autorités azerbaïdjanaises restreignent les liens entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Ils mènent aussi une politique de désarménisation de la région en déplaçant des populations arméniennes en dehors du Haut-Karabakh. Alors, à quand remontent les premières guerres du Haut-Karabakh ? Le 20 février 1988, le Parlement du Haut-Karabakh officialise sa demande de rattachement à l'Arménie. Quelques jours plus tard, le 26 février, c'est 1 million de personnes qui défilent à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour demander que le Haut-Karabakh devienne bien un territoire arménien. Mais entre le 27 et le 29 février 1988, des dizaines de civils arméniens sont massacrés à Sumgait en Azerbaïdjan par les forces de l'armée azerbaïdjanaise. La situation empire d'autant plus avec la chute de l'URSS en 1991. Bien, l'Arménie, comme l'Azerbaïdjan, redeviennent de fait indépendants. Et le Haut-Karabakh, lui aussi, veut faire de même. La province se déclare donc indépendante, mais cette indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale, notamment aucun membre de l'ONU. Et d'ailleurs, elle n'est pas non plus reconnue par l'Arménie. Et forcément, de son côté, l'Azerbaïdjan ne voit pas d'un très bon œil cette déclaration d'indépendance de la part du Haut-Karabakh. Et donc, l'Azerbaïdjan décide d'envoyer ses troupes dans le Haut-Karabakh pour reprendre le contrôle de ce qu'il estime être ses terres. Cette situation conduit à des affrontements violents entre les séparatistes arméniens, qui veulent donc l'indépendance du Haut-Karabakh, et les soldats de l'Azerbaïdjan. Au fur et à mesure du conflit, les séparatistes arméniens sont même épaulés par des soldats de l'Arménie qui viennent combattre à leur côté. Les combats se poursuivent jusqu'à l'instauration d'un cessez-le-feu en 1994, un cessez-le-feu négocié par le groupe de Minsk. Le groupe de Minsk, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est une assemblée composée de nations européennes et des États-Unis qui a été créée pour faciliter justement des négociations dans le cadre de ce conflit. En tout cas, en 3 ans, le bilan est absolument terrible puisque 30 000 personnes sont tuées. Et certes, les sources varient et les pertes sont difficiles à chiffrer, mais on compterait environ 6 000 morts côté arménien et plusieurs dizaines de milliers de morts du côté de l'Azerbaïdjan. Et au-delà de ce bilan humain très important, il y a eu également près d'1 million de déplacés, environ 400 000 Arméniens qui sont retournés en Arménie ou qui sont partis en Russie, une Russie qui soutient l'Arménie. Mais il y a aussi donc près de 800 000 Azerbaïdjanais qui vivaient en Arménie, qui sont allés en Azerbaïdjan, sachant que beaucoup ont été placés alors dans des camps de réfugiés. Vous l'aurez peut-être compris, à l'époque, c'est donc l'Arménie avec les séparatistes arméniens qui remportent cette guerre face à l'Azerbaïdjan. Ils prennent alors le contrôle d'environ 13% de ce qu'était le territoire azerbaïdjanais à l'époque. À ce moment-là, l'Azerbaïdjan n'a qu'une seule obsession et c'est ce qui va mener à 2 autres guerres, prendre sa revanche d'abord et puis reconquérir certains territoires qui ont été récupérés par les Arméniens. C'est le cas notamment donc du Haut-Karabakh. Et là, il faut comprendre que des moyens absolument colossaux vont être mis en place par l'Azerbaïdjan. Entre 2008 et 2019, l'Azerbaïdjan dépense 24 milliards de dollars en équipement militaire. C'est 6 fois plus, tout simplement, que l'Arménie, qui dépense à l'époque à peine 5 milliards. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, l'Azerbaïdjan est un important producteur de pétrole et la hausse des prix du
du pétrole au début des années 2000 a entraîné une augmentation importante de ses moyens pour donc mener cette guerre face à l'Arménie. Pendant de nombreuses années, les deux pays vont donc maintenir des forces militaires sur le terrain et des accrochages ont lieu à plusieurs reprises. En avril 2016, par exemple, de violents affrontements ont lieu dans le Haut-Karabakh, faisant environ 130 morts côté arménien et 550 côté azerbaïdjanais en 4 jours seulement. Cependant, je pense que vous commencez à le comprendre. À ce jour, là aussi, le bilan exact est dur à vérifier en raison donc des sources variables. On arrive alors à des combats qui sont beaucoup plus récents, que vous avez peut-être suivis d'ailleurs dans nos formats des actus du jour qu'on a fait sur YouTube depuis quelques années maintenant. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan lance une offensive majeure dans le Haut-Karabakh. C'est le début officiellement de la deuxième guerre du Haut-Karabakh qui va durer au total 44 jours. À ce moment-là, il y a un pays dont on n'a quasiment pas parlé depuis le début, mais qui intervient dans le conflit. Et ce pays, c'est la Turquie. En effet, en voyant un nouveau front s'ouvrir dans le Haut-Karabakh, eh bien, la Turquie voit notamment une nouvelle opportunité pour se positionner face à un rival important, à savoir la Russie, qui est plutôt proche de l'Arménie. Face à l'Arménie et un soutien relatif venant de la Russie, eh bien, la Turquie décide donc de soutenir militairement l'Azerbaïdjan. Les combats vont donc faire rage et un cessez-le-feu est négocié par la Russie et signé le 9 novembre 2020. Un cessez-le-feu qui est considéré par l'Azerbaïdjan comme une capitulation de l'Arménie. Et cet accord n'aboutit pas à une paix claire et stable, mais il met fin à l'époque à des combats meurtriers. Il faut comprendre qu'on parle à l'époque de près de 6500 morts au total, selon les différents chiffres officiels. Mais à ce moment-là, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ne veut pas se contenter uniquement de cette victoire militaire, il veut aussi une victoire territoriale. Il veut récupérer complètement le Haut-Karabakh des séparatistes arméniens. Il souhaite en gros donc que le Haut-Karabakh ne fasse plus qu'un avec l'Azerbaïdjan. Pour accélérer cette reconquête, l'Azerbaïdjan va donc mettre en place le 12 décembre 2022 un blocus du corridor de Latchine. Le corridor de Latchine, il faut bien comprendre que c'est la seule route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. À l'époque, les habitants du Haut-Karabakh ne peuvent plus circuler librement. Ils font face à de nombreuses pénuries, que ce soit de nourriture ou encore de médicaments. Et la situation est réellement catastrophique d'un point de vue humanitaire. Même les véhicules humanitaires d'ailleurs ne peuvent plus pénétrer dans le Haut-Karabakh. Selon l'ONG Amnesty International, la situation est particulièrement catastrophique pour les personnes âgées ou alors les personnes en situation de handicap, car l'accès aux services de santé est extrêmement limité. Et toujours selon Amnesty International, à l'époque, les chirurgiens ne peuvent assurer que 10% des opérations dans les hôpitaux à cause du manque de matériel. En février 2023, c'est la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU, qui ordonne à l'Azerbaïdjan de mettre fin au blocus. Comment est-ce que le Haut-Karabakh a pu disparaître ? Le 19 septembre 2023, l'armée azerbaïdjanaise lance une offensive éclair de 24 heures dans le Haut-Karabakh. Pour justifier officiellement cette offensive, l'Azerbaïdjan évoque la mort de 4 policiers et de 2 civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur un chantier dans le Haut-Karabakh. Une explosion qu'il associe à un groupe de saboteurs des séparatistes arméniens. Cette offensive éclair, et qui est donc récente, a fait 213 morts et près de 400 blessés chez les séparatistes arméniens et 193 morts côté azerbaïdjanais, majoritairement des militaires. Elle mène finalement à l'autodissolution des autorités et du Parlement présent au Haut-Karabakh, une autodissolution qui sera actée au bout de 24 heures. En effet, les séparatistes arméniens qui contrôlaient donc le Haut-Karabakh refusent d'être intégrés à l'Azerbaïdjan. Résultat, en l'espace d'à peine 2 semaines, la quasi-totalité de la population de Haut-Karabakh fuit en Arménie, avec des images parfois impressionnantes de fuites massives. L'Arménie dénonce alors un nettoyage ethnique orchestré par l'Azerbaïdjan. On en vient donc à ce que l'on évoquait en début de vidéo. Le 1er janvier 2024, le Haut-Karabakh est donc officiellement rattaché à l'Azerbaïdjan, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de pouvoir séparatiste sur place, il n'y a plus non plus d'État autoproclamé. La capitale du Haut-Karabakh a d'ailleurs changé de nom pour prendre un nom azéri, Khankendi, plutôt que Stepanakert, le nom arménien qu'elle avait jusqu'ici. C'est donc la fin du Haut-Karabakh arménien tel qu'il était connu. Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Alors aujourd'hui, beaucoup d'Arméniens estiment que le Haut-Karabakh n'était qu'une première étape et qu'une partie du territoire de l'Arménie est la prochaine cible de l'Azerbaïdjan. Le sud de l'Arménie est particulièrement ciblé car il est enclavé entre l'Azerbaïdjan à l'est et à gauche, la région du Nakhitchevan qui est un autre territoire azerbaïdjanais. Selon l'Arménie, l'objectif à terme de l'Azerbaïdjan ce serait de relier le Nakhitchevan avec le reste du territoire de l'Azerbaïdjan, ce qui lui permettrait d'avoir un lien et une route plus simple avec la Turquie donc alliée de l'Azerbaïdjan et qui partage une frontière avec le Nakhitchevan. Et cette inquiétude de l'Arménie, elle se matérialise par une chose, c'est un projet de corridor de Zangezur, c'est son nom. C'est en fait une route qui traverserait tout le sud de l'Arménie d'est en ouest, le long de la frontière avec l'Iran au sud. Le président de l'Azerbaïdjan insiste depuis des années pour la création de cette route pour relier donc ces deux territoires. Mais de son côté, l'Arménie refuse catégoriquement car elle n'aurait pas de droit de regard sur ce corridor. Et par ailleurs, on peut noter qu'au-delà d'une simple route, il y a des projets plus vastes. On peut citer notamment un projet de gazoduc de 85 km, mais aussi la construction d'un complexe militaire. Enfin, dernier acteur qu'il faudra surveiller dans les prochaines années, la question de l'Iran. En effet, il faut comprendre que l'Iran livre beaucoup de gaz à l'Arménie. La crainte donc du côté de l'Arménie, c'est que ce corridor et cette route entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan coupe finalement l'Iran de l'Arménie. En tout cas, aujourd'hui, l'Arménie s'inquiète d'une nouvelle menace de son intégrité territoriale et Emmanuel Macron d'ailleurs a réagi. Le président français a déclaré dans un entretien télévisé en septembre 2023 que la France était, je cite, très vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Vous l'aurez compris, le conflit pourrait donc entrer dans une nouvelle dimension dans les prochaines années. Évidemment, on suivra ça de façon méticuleuse dans notre format des Actus du jour. N'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube des grands formats et à la chaîne YouTube des Actus du jour. Un immense merci à Gaïd Minassian pour son temps précieux et merci aussi beaucoup à Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé sur ce sujet qui, vous l'aurez compris, est très complexe. On espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite.